Bonjour, vous le savez, le but de la chaîne est de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de biologie. Ah bah non, merde! Get in. Je l'ai dit et je l'ai répété, mais les archées ressemblent aux bactéries morphologiquement. C'est vrai que ça revient souvent, mais c'est pour être clair. Et comme les bactéries, les archées n'ont pas d'organites ni de noyaux, ce sont tous les deux des prokaryotes. Cependant, la magie des archées est plus dans leur gène et dans leur biochimie, qui sont à la fois propres aux archées, mais aussi très proches d'un autre groupe, les eucaryotes. Oui, nous. Notamment dans leur système de réplication de l'ADN, de la transcription de cet ADN en ARN, et la traduction de l'ARN en protéines. Ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça. En plus, on a détaillé ça un peu dans les épisodes sur les bactéries. Ça vous fait une bonne occasion d'aller revoir ces épisodes. Mais elles sont aussi des organismes à part entière, comme la composition unique de leur membrane, un différent mode de mobilité, et des métabolismes uniques, comme la méthanogenèse. Oui, ça aussi on en a parlé. On a 3 vidéos sur les méthanogènes. Oui, parce que malgré ces quelques similarités fonctionnelles avec les bactéries et les eucaryotes, les archées affichent des caractéristiques uniques qui les distinguent des deux autres branches du vivant. Pour expliquer tout ça, on va faire un peu de biochimie. Oui, je sais, ça fait peur, mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui on va simplifier. Notamment, toutes les archées possèdent une membrane phospholipidique. Pour faire simple, un lipide, c'est du gras, un phospholipide, c'est du gras avec du phosphore. Composé de chaînes que l'on appelle isoprénoïdes, un composé organique pouvant être dérivé de l'isoprène, relié par une liaison dite liaison éther, alors que la membrane des bactéries et des eucaryotes est constituée d'acides gras reliés par des liaisons ester. Bon, je mets des schémas, comme ça vous permet de voir tout ça. Est-ce que c'est important à retenir la structure? Non. Cette structure lipidique cruciale compte tenu des environnements extrêmes où se développent les archées, car elle est moins perméable aux ions et elle confère une grande résistance aux températures extrêmes et aux concentrations élevées en sel. Entre autres. On l'a dit, mais toutes les archées ne sont pas extrémophiles. Parce que même si on a longtemps cru que les archées étaient toutes extrémophiles, en fait non. Alors oui, un jour on reparlera des extrémophiles. Parce qu'on s'en sert pour étudier l'origine de la vie sur Terre, mais on s'en sert également pour explorer l'origine de la vie sur d'autres planètes. De plus, contrairement à leur homologue bactérien, la paroi des archées n'est pas constituée de peptidoglycanes, mais de glycoprotéines, directement reliées à la membrane plasmique, laissant ainsi peu de place pour un espace périplasmique. Alors oui, la petite différence, c'est que une glycoprotéine, c'est une protéine avec un peu de sucre, alors que les peptidoglycanes, c'est du sucre avec un peu de protéines. Tout ça, c'est juste une histoire de ratio. Alors que la plupart des archées ont une organisation cellulaire simple, de nombreux archées ont une morphologie similaire à celle décrite pour les bactéries communes, telles que les coques et les bâtonnets. Rappelez-vous l'épisode sur les formes des bactéries. C'est pour ça que c'est pas si évident de les repérer non plus, mais vous inquiétez pas, on en a certaines qui font les malines à avoir des formes complètement exotiques, genre des cubes. Ces formes cellulaires résultent d'un contrôle cellulaire précis de la croissance locale et de l'axe de division sous la direction des filaments du cytosquelette. Le cytosquelette, c'est le squelette des bactéries et des archées. En fait, c'est un réseau de protéines, un peu comme un filet. Et on a également une couche caractéristique appelée la couche S, la fameuse S-layer. Cependant, la plupart des archées manquent du peptidoglycane, contrairement aux bactéries. Enfin, certaines archées ont une forme irrégulière, comme les sulfolobales ou les thermoplasmatales, ou les fameuses dépanes dont on a parlé juste avant. Mais sinon, on a des archées qui ont des têtes plus classiques, comme les tomarchéota et les thermoprotéales. Alors oui, je balance des noms comme ça pour faire genre, mais c'est juste des exemples. Enfin, on a le cas particulier des Haloarcula, comme un micro-organisme au nom ultra stylé appelé Halopherax volcani, qui peuvent prendre tout un tas de formes entre le bâtonnet et le disque. Bon, après, les archées, ça reste un groupe peu exploré, donc on en a encore beaucoup à apprendre. Par exemple, il y a ce papier qui traite d'un organisme sur lequel j'ai fait ma thèse, et qui parle d'un truc dont je suis passé complètement à côté. Pourtant, j'ai fait ma thèse dessus. Dans 10 ans, si ça se trouve, on trouvera des organismes en forme de tagliatelle. Qui sait? Bon, les tailles d'archées, par contre, ça varie entre 1 et 4 microns, un peu comme les bactéries. Petit fun fact, tant qu'on y est, on a des archées qui peuvent former des câbles, comme des méthanobacterium ou des corarchéum, avec des filaments qui peuvent atteindre 100 microns de long. Alors oui, 100 microns, c'est un dixième de millimètre. Pour vous, c'est pas grand, et pour une archée, c'est énorme. Imaginez croiser quelqu'un dans la rue qui fait 200 mètres de haut. À l'autre extrême, on a des nanoarchées, qui mesurent 300 nanomètres. Oui, d'où le nom. Non, c'est pas gros pour un microbe, 300 nanomètres. Et sans surprise, ces nanoarchées sont les micro-organismes les plus petits que nous connaissons, si vous mettez de côté les virus. La plupart des archées
ont sur leur surface externe une couche superficielle, appelée la couche S, la fameuse S-layer, dont j'ai parlé dans l'épisode 2 de la chaîne, qui est l'épisode le plus vu de la chaîne d'ailleurs. Et diverses structures de surface peuvent être trouvées sur cette surface externe. La couche S est formée d'une ou deux sous-unités protéiques différentes qui s'auto-assemblent en réseau cristallin. Les sous-unités abritent un grand segment formant un réseau impliqué dans l'ancrage de la couche S à la cellule, soit intégré à la membrane cytoplasmique, soit, chez certaines espèces, dans une couche de polysaccharides appelée la pseudomuréine, comme la muréine des bactéries, mais c'est pas pareil, c'est de la pseudomuréine, ou de la méthanochondroïtine. Deux molécules dont on ne va pas parler, parce que c'est très compliqué, mais dont on notera qu'elles ne sont pas présentes chez les bactéries. L'espace entre la membrane et la couche S forme un pseudo-périplasme qui peut remplir certaines des fonctions du périplasme chez les bactéries Gram négatives. Rappelez-vous, les bactéries Gram négatives, on en a parlé plusieurs reprises. Les couches S sont connues pour jouer un rôle dans la définition de la forme cellulaire, en assurant la stabilité mécanique et en fonctionnant comme des tamis moléculaires. Par exemple en permettant le passage de certaines molécules en fonction de la taille des pores de la couche S. Il a été également suggéré que la couche S avait un rôle de protection contre les virus, fonctionnait dans l'adhésion de surface et agissent comme un échafaudage d'ancrage pour les protéines membranaires telles que l'archélum. Alors l'archélum, c'est les flagelles mais chez les archées, parce que ça aussi c'est différent entre les bactéries et les archées. Les archées présentent divers appendices de surface. Ces appendices, spécifiques aux espèces, comprennent des canules, des tubes creux qui relient les surfaces entre elles, comme chez Pyrodictum, qui forment une structure semblable au fil de fer barbelé qui semble ancrer les cellules de surface et les unes aux autres, pour former ce que l'on appelle des biofilms. Oui, on va en parler bientôt des biofilms. Il faut donc s'abonner pour ne pas rater cet épisode, ou ces épisodes. En revanche, de nombreux archées possèdent des piliers de type 4, comme chez les bactéries, qui sont utilisés pour l'adhésion cellule à cellule et la surface cellulaire. La formation de biofilms est comme point d'ancrage pour les virus archéens. Parce que oui, il y a également des virus spécifiques aux archées. Mais les archées ont aussi un flagelle, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Enfin, un flagelle spécifique qui s'appelle l'archélum, qui est présent chez toutes les archées capables de nager. Et même si son but reste le même, il est complètement différent du flagelle bactérien. Les protéines responsables de l'ancrage de cet archélum se situent dans la couche S et semblent être apparues à la suite de duplication du gène du filament de l'archélum, un gène appelé ARLB, avant d'être réutilisé pour agir comme élément du complexe moteur de l'archélum. En gros, les gènes de la protéine qui est le moteur du flagelle chez les archées descendent des gènes du cytosquelette chez les archées. En gros, il y a eu une petite divergence et pouf, ça fait un moteur de flagelle. Mais je vous entends dire, qu'est-ce qu'il y a dans ces micro-organismes? Quel secret renferment-ils? Eh bien, il va falloir revenir dans 2 semaines pour que tout ça soit révélé. Enfin, tout. Faut pas pousser non plus. Mais on verra comment ça s'organise à l'intérieur. Parce que là, on vient juste de déshabiller une archée. Oui, dit comme ça, c'est un peu bizarre. Bien, merci à vous d'avoir regardé cet épisode un peu plus court que le précédent. Je me suis permis d'être un peu plus dans les détails, mais j'espère que ça vous a plu. J'espère que le nouveau format vous plaît toujours. Et j'espère que ce petit reboot de l'épisode sur les archées vous plaît. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez, ou de certains sujets que j'aurais soit omis, soit où je me serais planté. Ça arrive à tout le monde. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, je vous remercie de me suivre sur YouTube, et je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et plus de micros.